On va parler de la guerre hybride dans un instant, mais ce que vous dites, c'est qu'à partir de maintenant, si un soldat russe sur le front se retrouve face à un militaire français, qu'il distingue son uniforme français, et quelle que soit sa mission, la mission qui lui est confiée, il a, pour consigne, il a le droit de tirer sur ce militaire français. Bien sûr, ça dépend de la situation sur le terrain. Je ne suis pas militaire, je ne suis pas sur le terrain. Mais en principe, comme je vous l'ai déjà dit, puisque les troupes, que ce soit les troupes françaises, les militaires français ou d'autres militaires étrangers, peu importe leur statut, mais ils se trouvent du côté de nos adversaires. Ils aident nos adversaires à mieux nous cibler et à nous tuer. Mais comment qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse ? Qu'on les offre des cadeaux, qu'on les envoie des bonbons, bien sûr, on va leur envoyer des tirs. Et cette consigne vaut aussi pour les instructeurs américains ou britanniques, s'il y en a. Je veux dire, peu importe leur nationalité, bien sûr. Et c'est ça qui est très dangereux, parce que ça augmente énormément les risques d'affrontement direct entre les puissances nucléaires, dont la France, qui est en première ligne aujourd'hui du front anti-russe. La France, comme pays de l'OTAN et qui maintenant fait partie militaire de l'OTAN, va envoyer officiellement ses troupes au sol. Bien sûr, la France sera responsable de la Troisième Guerre mondiale. Par exemple, il y a toujours les choses qui sont pour nous inacceptables. Donc, notamment, c'est l'utilisation du matériel militaire de la part des territoires des pays qui font partie de l'OTAN. Par exemple, si du territoire de Pologne, il y aura des F-16 qui vont aller se battre sur le front de l'Ukraine, nous serons obligés de démolir l'aéroport sur le territoire. Dans cette interview exclusive que nous allons suivre, Alexander Makogonov, porte-parole de l'ambassade de Russie, livre une réponse choc au président français Emmanuel Macron concernant l'intervention militaire de la France en Ukraine. Makogonov aborde sans détour les ordres donnés aux soldats russes face aux militaires français, les implications des livraisons d'armes occidentales, et les risques accrus d'un affrontement direct entre puissances nucléaires. Il met également en lumière les tensions croissantes et les dangers d'une escalade dans le conflit russo-ukrainien. Cette intervention percutante survient à un moment critique, alors que le président ukrainien Volodymyr Zelensky est attendu en France pour des discussions déterminantes sur le soutien occidental à l'Ukraine. Pensez-vous que la situation actuelle pourrait vraiment dégénérer en un conflit ouvert entre la Russie et l'OTAN ? N'oubliez pas de nous donner votre avis en commentaire. C'est parti. Il y a une autre décision de la France, c'est d'autoriser que les armes françaises soient utilisées pour atteindre les cibles militaires russes qui frappent l'Ukraine. Par exemple, la ville de Kharkiv. C'est-à-dire que les Russes bombardent Kharkiv. Et les Ukrainiens, jusqu'à présent, n'avaient pas le droit d'utiliser les armes occidentales, françaises ou américaines, ou allemandes même. Et maintenant, ils le peuvent. Ça change quelque chose, ça change le paradigme de cette guerre. Ça veut dire que on se rapproche, comme vous dites, d'un conflit direct. Mais est-ce que vous comprenez qu'on ne peut pas laisser les Russes bombarder l'Ukraine sans réagir, sans donner aux Ukrainiens les moyens de se défendre, tout simplement? Ça change d'une manière très dangereuse le paradigme de la guerre, parce que nous savons très bien comment s'effectue l'utilisation des missiles à longue portée fournis en Ukraine par l'Occident, y compris par la France. L'Ukrainien, en principe, là, ils sont pour rien. Ces missiles-là ne peuvent pas être utilisés sans les moyens du renseignement satellitaire. Les Ukrainiens n'ont pas ces capacités-là, c'est les pays de l'OTAN qui les ont. Puis, en ce qui concerne le ciblage et la programmation du plan de vol, c'est les pays de l'OTAN, les propriétaires de ces missiles qui le font. Alors, en principe, vous voyez le lien, vous voyez la logique. C'est pratiquement comme si la France ciblait directement avec leurs missiles. Vous dites que c'est un avertissement contre les Français ou les Occidentaux en général. Est-ce que c'est pas aussi un avertissement adressé à Vladimir Poutine de dire arrêtez la guerre, arrêtez de bombarder l'Ukraine? C'est ça l'avertissement. Si vous continuez, eh bien, nous serons obligés de prendre des moyens supplémentaires pour défendre l'Ukraine. Quand vous dites arrêtez de bombarder l'Ukraine, mais vraiment, je crois que vos spectateurs, ils imaginent vraiment quelque chose de horrible, les villes détruites, etc. Ben, on voit les images, excusez-moi, on voit les images. Vous pouvez aller aujourd'hui à Kiev ou dans les villes, villes ukrainiennes à l'ouest du pays. Donc là, Kharkiv. La vie continue. Les gens fréquentent les restaurants, les gens font la fête. Mais Kharkiv est bombardé, vous le savez bien. Kharkiv n'est pas bombardé, tout d'abord. Ah, on a vu un supermarché la semaine dernière. Alors, un coup de mensonge des médias? Est-ce que la Russie bombarde effectivement les villes ukrainiennes ou des zones ciblées et stratégiques? Est-ce que la Russie bombarde la population ukrainienne? Votre avis nous intéresse. Continuons.
marché où étaient abrités les équipements militaires de l'armée ukrainienne, il fallait le dire. Il n'y avait aucun, en fait, visiteur de ce supermarché. Il y avait 200 personnes à l'intérieur des acheteurs. Il n'y avait personne. Il y avait des acheteurs. Vous avez vu des cadavres? Et il y avait des dizaines de blessés, vous le savez bien. Vous n'avez vu aucun cadavre. Mais ne me dites pas que vous ne bombardez pas Kharkiv quand même. Vous savez bien que vous bombardez Kharkiv. C'est une grande ville. Il y a plein de civils qui sont toujours là. On ne peut pas bombarder la ville russe. Et vous ne voulez pas prendre Kharkiv. Vous ne voulez pas prendre Kharkiv. Non. Là, c'est déjà, vous savez, c'est hors de ma compétence. Ça appartient à notre commandement militaire de décider comment faire après avec Kharkiv. Vous avez quand même des informations sur ce sujet. C'est une bonne question. Vous ne voulez pas récupérer Kharkiv? Aujourd'hui, nous sommes en train de créer justement cette zone de sécurité pour sécuriser notre région limitrophe qui est Belgorod des frappes ukrainiennes. Donc là, prendre Kharkiv, c'est pas forcément l'objectif principal. Je vous rappelle que la Russie a voulu prendre Kharkiv au début de la guerre et que ça n'a pas été possible. Aujourd'hui, il y a une offensive russe. Là, vous ne la niez pas. Oui, la question, mais qui vous a dit ça, que la Russie voulait prendre Kharkiv? Parce qu'on l'a vu, Vous avez vu que la carte, et en fait, ça veut rien dire. Peut-être qu'on voulait juste... Oui, voilà. Messieurs, puisque vous parlez du soutien logistique des Occidentaux à l'Ukraine, allons sur la venue du président ukrainien Volodymyr Zelensky. On parlera ensuite des soupçons d'ingérence russe dans la deuxième partie. Mais Zelensky va arriver jeudi à l'occasion sur le sol français des commémorations du 80e anniversaire du débarquement allié en Normandie. Et on a appris ce soir que vendredi, il prononcerait un discours à l'Assemblée nationale et qu'il serait aussi reçu à l'Élysée par Emmanuel Macron. À l'occasion de cette venue du président ukrainien, le président de la République pourrait faire des annonces sur de nouvelles aides fournies à l'Ukraine. Vous parliez du soutien des Occidentaux à l'Ukraine. Quel est aujourd'hui, en termes justement de soutien militaire, de soutien logistique, quelle est la ligne rouge pour les Russes ? En principe, je ne peux pas commenter ce qui n'a pas encore eu lieu. Donc là, on attend d'abord les déclarations du président français, s'il y en a. Donc là, mais en principe, comme vous le voyez vous-même, depuis le début de l'opération militaire spéciale, depuis le mois de février 2022, les lignes rouges sont franchies l'une après l'autre. Donc, au début... Mais précisément, vous ne cessez de dénoncer l'implication, selon vous, de plus en plus forte de la France dans ce conflit. Qu'est-ce qui, pour vous, serait inacceptable, qui pourrait être annoncé vendredi? Vous avez 2-3 idées, j'imagine. En principe, mais tout est inacceptable. Reste à savoir ce qui reste inacceptable pour la France et pour le peuple français. Reste à savoir quels sont les intérêts de la France en Ukraine et comment la participation, cette implication militaire de plus en plus profonde de la France correspondent aux intérêts vitaux de la France et des Français. Est-ce que les intérêts français sont tellement menacés en Ukraine qu'il faut fournir non seulement massivement les équipements militaires et les missiles longue portée et aussi des militaires, mais aussi continuer cette fuite en avant, parce que personne ne sait. Je suis pas sûre que vous soyez la bonne personne pour parler des intérêts français, mais en tant que Russe, en tant que représentant du gouvernement russe, qu'est-ce qui serait inacceptable comme annonce? Mais je vous dis, mais en principe, c'est déjà inacceptable, parce que ça ne fait que prolonger le conflit. Ça ne fait qu'écarter la perspective du règlement politico-diplomatique du conflit. Donc, alors justement, c'est pour jeter de l'huile sur le feu. Justement, vous plaidez pour la diplomatie, et tout le monde veut la paix, la France également. Ouais. Mais il y a une conférence qui va être organisée en Suisse, à l'initiative de la Suisse et de l'Ukraine, et la Russie n'y participe pas. Pourtant, c'est l'occasion de parler justement de la paix. Justement. Pourquoi vous n'y allez pas? Tout d'abord parce qu'on n'est pas invité, c'est la première chose. Et deuxième chose, si on n'était pas invité, on ne serait pas là, parce qu'on ne peut pas prendre au sérieux ce genre de conférences ou de manifestations qui sont vouées à l'échec d'avance, parce que en principe, qu'est-ce que ça va être? Les pays occidentaux vont essayer d'obtenir le soutien du Sud global et puis d'avancer à la Russie tout un paquet d'ultimatums, y compris la capitulation, les réparations, etc. Mais la Russie n'est pas dans une position de capituler, comme vous le voyez en regardant la carte. Donc il n'y a aucune discussion possible? Non, mais bien sûr, tout est possible. La Russie reste toujours ouverte au dialogue, mais le dialogue vraiment franc, le dialogue sérieux, où nos intérêts vitaux sur le plan sécuritaire seront pris en compte, le dialogue qui prend en compte les réalités géopolitiques, c'est-à-dire les nouvelles régions qui sont entrées en Russie suite au référendum, et puis plein d'autres détails, y compris les mesures qui protègent les droits des minorités russophones en Ukraine,
sont visés à la démilitarisation et dénazification de l'Ukraine. Il y en a beaucoup. Donc là, c'est connu en principe. Ça ne fait que reproduire les objectifs principaux de l'opération militaire spéciale. Pensez-vous que la situation actuelle pourrait vraiment dégénérer en un conflit ouvert entre la Russie et l'OTAN? N'oubliez pas de nous donner votre avis en commentaire. Nous attendons vos réactions avec impatience. Vos commentaires sont essentiels pour enrichir le débat. Merci de nous suivre et à bientôt pour de nouvelles analyses.